Au pied de ces hommes s'étalait une panoplie presque complète des objets qui rythmaient leur vie de tous les jours. Comme dispersés dans un désordre étrange, ces artefacts formaient un véritable témoignage matériel de leur époque, une fenêtre ouverte sur leur mode de vie. La liste des possessions était longue et révélatrice de leur diversité. Des vêtements en peau grossièrement tannée, souples mais robustes, côtoyaient des lances effilées et des harpons taillés avec précision. De petits objets rituels sculptés dans le bois ou l'os, aux motifs mystérieux, semblaient imprégnés d'une signification sacrée connue d'eux seuls. Non loin, des âges de pierre aux tranchants soigneusement polis, des silex éclatés en outils tranchants et des aiguilles en os, fines et méticuleusement façonnées, témoignaient de leur ingéniosité. Des peaux d'animaux, probablement destinés à être transformés en vêtements ou en abris, étaient entassés çà et là, exhalant encore une légère odeur de fumée. Parmi ces vestiges du quotidien, quelques instruments de musique rudimentaires avaient survécu à la transition brutale. Des flûtes en bois à l'embouchure usée, des tambours primitifs dont la peau tendue portait encore les marques du temps. Les ornements n'étaient pas en reste. Des colliers et bracelets faits de coquillages, peu de dents animales, de perles de pierre ou de fragments de bois sculptés étaient disséminés parmi les autres objets, rappelant que, même dans un monde rude, l'homme avait toujours cherché à orner son corps et à affirmer son appartenance à un groupe. Plus surprenant encore, quelques meubles de bois grossièrement taillés se dressaient parmi eux, vestiges de leur foyer arraché à son cadre naturel. Des poteries aux formes rudimentaires, mais parfaitement fonctionnelles, venaient compléter cet inventaire hétéroclite. Certaines, encore marquées de suie et de traces de cuisson, conservaient des résidus alimentaires encore frais, traces d'un repas interrompu brutalement. Témoins silencieux d'un quotidien brusquement arraché à son fil naturel, elles concluaient cette étrange collection d'objets, transportés avec leurs propriétaires vers un avenir incertain. Tout était là, jeté dans ce nouveau monde, comme si une force inconnue avait voulu préserver leur culture en transportant non seulement leur corps, mais aussi tout ce qui les définissait. Au fil des minutes, les tribus se rassemblaient, récupérant leurs objets et leurs bêtes qui, encore engourdies, se laissaient docilement approcher. Peu à peu, l'état de torpeur qui les avait initialement saisis s'estompait, cédant la place à une méfiance croissante. Chaque groupe restait prudemment à l'écart des autres, jaugeant les étrangers avec suspicion. Toutefois, la sédation, bien que déclinante, persistait encore suffisamment pour contenir les tensions et limiter les débordements. Quelques affrontements éclatèrent malgré tout, principalement pour s'approprier du bétail ou des outils appartenant à d'autres. Ces conflits, bien que rares et brefs, eurent des conséquences graves. Une vingtaine de blessés graves furent recensés, et près de la moitié succombèrent à leurs blessures dans les heures suivantes. Un sort tragique, mais qui, pour beaucoup, semblait mérité, car ces derniers avaient, dans leur avidité, tenté de dépouiller leurs semblables sans scrupule. Il ne fallut guère de temps avant que les tribus situées en périphérie de cette masse humaine ne prennent la décision de fuir vers les bords du plateau, visibles à l'horizon. Redoutant l'escalade des tensions, elles entreprirent un exode progressif, préférant la prudence à l'incertitude de cette cohabitation forcée. Arrivées aux confins du plateau, elles scrutèrent le terrain en quête d'un passage praticable. Rapidement, quelques sentiers plus accessibles furent repérés, suffisamment sûrs pour permettre le passage des hommes comme des bêtes. Ainsi, l'évacuation s'organisa naturellement. Chaque tribu s'engagea dans la descente en file indienne, veillant à maintenir une distance raisonnable avec les autres. Un fragile équilibre s'instaurait, chacun cherchant à s'éloigner sans provoquer de nouveaux conflits. Une fois parvenus au bord du plateau, tous arboraient la même expression de stupéfaction. Le paysage qui s'étendait sous leurs yeux semblait familier et étranger à la fois. La forêt en contrebas n'était pas tout à fait celle qu'ils connaissaient. C'était un mélange improbable entre une forêt tempérée et une jungle tropicale, une végétation hybride où se dressaient des arbres d'une taille titanesque, bien plus grands que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Mais ce qui retenait surtout leur attention, c'étaient les gigantesques murs qui traversaient l'horizon.
3 immenses structures, colossales et rectilignes, s'élançaient depuis le plateau pour s'étendre au loin, se perdant dans des collines ou des montagnes hors de leur champ de vision. Selon l'endroit où ils s'étaient regroupés, les tribus n'avaient pas toutes la même perspective et ne voyaient pas nécessairement les mêmes murailles, mais peu importait où l'on se trouvait. Au moins l'un d'eux s'étirait toujours sous les yeux de ceux qui observaient. L'un s'étirait vers le nord-est, le second partait vers le nord-ouest et le troisième, lui, s'élançait vers le sud. Ces structures massives et imposantes formaient ainsi une étrange trident de pierre et de verdure partant du plateau, délimitant peut-être des frontières dont nul ici ne connaissait l'origine ni la fonction. Leur présence, plus qu'intrigante, imposait une question essentielle. Ces murs étaient-ils destinés à protéger quelque chose ou à empêcher quelque chose d'en sortir?